Je pense que c'est un rapt de la puissance de la femme que de faire croire aux femmes qu'elles sont pas capables d'accoucher naturellement. Parce que c'est notre moment initiatique à nous les femmes. Dans les peuples premiers, il y avait des moments d'initiation pour les hommes parce que les femmes, elles accouchaient, assez jeunes d'ailleurs. Et elles devenaient puissantes par l'accouchement. Et c'est quelque chose en Occident, on a beaucoup perdu. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Cet épisode est très différent de ce que je vous propose d'habitude. Il plaira à celles d'entre vous qui sont sensibles aux énergies et à l'invisible. À 48 ans, Florence a fait des choix de vie hors des sentiers battus. Elle fait l'école à la maison, elle a accouché chez elle, elle a testé des quantités de pratiques pour explorer les états modifiés de conscience, et avec son mari Nicolas, elle aime à dire qu'elle danse sa vie. Florence se décrit comme une artiste et une exploratrice de la puissance féminine. Je l'ai invitée, car pour elle, la fin des règles que l'on s'impose, ça a commencé il y a déjà 15 ans. Florence est une femme qui choisit sa vie. Eh bien, c'est parti. Bonjour Florence. Bonjour Aude. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être descendue de tes montagnes. Et oui, je suis ravie d'un petit bain parisien sous la pluie. Alors moi, j'ai voulu t'inviter parce que je t'ai contactée il y a plusieurs mois maintenant. On va parler aussi de ton mari. Alors, tu n'es pas femme d'eux, mais quand même, je t'ai connue par ton mari, oui. Nicolas Aignan, qui a monté une boîte qui s'appelle Libérer la bête et qui fait les formations commerciales pour les boîtes de tech. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais oui, pas trop loin de ça. Voilà. Mais qui a une newsletter que je trouve fantastique, que je lis à chaque fois parce qu'il ne suit aucun des codes. Je ne sais pas comment dire, mais ça fait partie des gens qui sont libres et c'est rare de trouver ça. Et c'est mais comment il vit, mais comment il fait, mais etc. Donc il m'a fait découvrir le mastermind. J'ai mis en place un mastermind avec 3 amis. Ouais. On se parle toutes les semaines, on s'apporte énormément. Et il a parlé de toi aussi. Et du coup, je lui ai écrit en disant voilà, effectivement, je suis en mode bouillie en ce moment. Il a inventé tout un vocabulaire et peut-être que c'est toi qui l'as inventé, je sais pas. Mais donc, que je me suis approprié au fil des ans parce que ça fait 2 ans, je pense que je l'ai découvert. Donc l'idée de définir sa zone de génie qui est différente de la zone d'excellence. La zone de génie, c'est là où on est bon et on aime être bon. La zone d'excellence, c'est là où on est bon, mais en fait, on souffre à être bon. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'en fait, la zone de génie t'apporte de l'énergie et la zone d'excellence t'en prend. Voilà. C'est ça la grosse différence entre les deux. C'est mieux dit. Ouais. Et donc, je t'ai écrit parce que j'avais envie que tu me coaches. En fait, je sentais que je faisais ce podcast, que ça m'apportait énormément, que c'était vraiment un chemin de transformation pour moi. Et je sentais que j'avais envie d'aller plus loin. Et puis, en fait, de fil en aiguille, les choses ont changé. Et c'est toi qui viens sur le podcast pour témoigner de ta vie et de la façon dont tu construis ta liberté. Parce que c'est quand même ça le sujet du podcast, la fin des règles. C'est aller en quête de sa liberté, de soi. Et le couple que tu formes avec Nicolas est emblématique de cette réussite, je trouve. Et j'ai envie de tout apprendre de toi. Ah bah, je te remercie beaucoup. Effectivement, on a beaucoup travaillé depuis qu'on s'est rencontrés avec Nicolas, avoir un grand espace de liberté. Ça nous tient à cœur. Alors, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit, mais en fait, moi, mon sujet, c'est la femme sauvage. Est-ce que tu peux définir ce que c'est, la femme sauvage ? La femme sauvage, c'est une notion de Clarissa Pinkola Estés, qui a écrit « Femme qui court avec les loups », qui est une ethnologue, une chamane aussi, qui a travaillé sur l'origine des contes de fées et tout le cheminement que la femme doit faire pour retrouver ses capacités intérieures et son côté sauvage. Et la première fois que j'ai mis le doigt là-dessus, c'est quand j'ai choisi d'accoucher naturellement de mon premier enfant. Alors c'était à Paris, ça s'est fait quand même dans une clinique, mais avec un accompagnement, c'était un sage-homme. On était juste toutes les 3 et mon mari. Et c'est là que j'ai mis le doigt sur ma puissance la première fois. J'avais 34 ans. Merlin est né quand j'avais 34 ans, ouais. Comment ça t'est venu cette idée de ne pas faire appel à une péridurale ? Ayant 34 ans, j'avais déjà des amis qui avaient accouché. Et donc, j'ai posé des questions à mes copines qui avaient déjà eu des enfants. Comment s'était passé l'accouchement ? Elles avaient toutes eu la péridurale, sauf une.
Et toutes celles qui avaient eu la péridurale m'avaient dit, ne me parlaient que de la douleur, des difficultés. Et j'ai une copine d'Amérique du Sud qui était à Paris et qui avait voulu accoucher naturellement et qui avait même fait un accouchement à domicile. Ça me semblait complètement dingue. Et par contre, elle ne m'a jamais parlé de la douleur alors qu'elle n'avait pas eu de péridurale. Donc j'ai trouvé ça très étonnant. J'ai acheté tous les bouquins qui existaient à l'époque sur la question. Je les ai lus et j'ai décidé de faire un accouchement naturel. Qu'est-ce que tu en retiens? Ce que j'en retiens, j'ai eu mal. Ah, quand même. Non, j'ai eu mal parce que je pense que j'avais beaucoup de blocages émotionnels dont je n'avais absolument pas conscience à cet âge-là. Et ce qui a fait que ma hanche gauche s'est coincée au moment de l'accouchement, que mon premier enfant avait une tête de bébé de 6 kilos et que franchement, j'ai douillé, mais que j'ai tenu mon engagement à ne pas demander la péridurale. Je crois aussi que j'avais extrêmement peur de cette piqûre dans la moelle épinière. Ça me terrorisait, je sais pas pourquoi. Et je crois que j'ai été mal conseillée par l'équipe de l'époque, parce qu'après j'ai accouché naturellement avec une femme merveilleuse qui s'appelle Jacqueline Lavillonnière, qui était à Angers. J'ai eu la chance de la rencontrer et c'est la ponte de l'accouchement à domicile en France. Et elle m'a permis d'accueillir les contractions, mais d'une façon complètement différente. Ça n'avait rien à voir. Et j'ai eu 2 accouchements à la suite qui ont été fantastiques. Peut-être qu'aussi, le premier est beaucoup plus long. Les 3 fois, j'ai accouché en 4 heures. 3 accouchements différents, mais les 3 assez rapides, en fait. Donc, tu as appris à gérer la douleur des contractions. J'ai appris à l'accueillir, à l'accepter. C'est pas pareil, hein. Vraiment, quand tu accueilles, que tu acceptes, que tu sais que c'est une vague, que tu as un moment de repos après, et que tu comprends ce qui se passe dans ton corps, c'est très différent que d'être dans le « Oh, mon Dieu, j'ai une contraction qui arrive. Oh mon Dieu, je vais encore avoir tellement… » C'est pas du tout la même chose, tu sais. Ça a été le jour et la nuit entre mon premier accouchement et les accouchements où j'étais accompagnée par Jacqueline. C'était incroyable, ouais. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de me réempuissancer profondément. Ça t'a pas donné envie d'en avoir encore d'autres, des enfants? Juste pour vivre ça? Oui, juste pour l'accouchement, vraiment, j'en voulais un 4e. Nico m'a dit non. Et je suis très contente qu'on se soit arrêté à 3, j'avoue. Et mes copines qui ont accouché naturellement me disent la même chose. J'aurais aimé en avoir un autre juste pour accoucher, mais pas pour l'enfant forcément. Parce que c'est dingue, c'est un moment de dingue. Et alors, dans mon aquarium de croyances, pour reprendre les mots de Nicolas, qui sont les nôtres aussi, c'est un rapt de la puissance de la femme que de faire croire aux femmes qu'elles sont pas capables d'accoucher naturellement. Parce que c'est notre moment initiatique à nous les femmes. Dans les peuples premiers, il y avait des moments d'initiation pour les hommes, parce que les femmes, elles accouchaient, assez jeunes d'ailleurs, et elles devenaient puissantes par l'accouchement. Et c'est quelque chose qu'en Occident, on a beaucoup perdu. Moi, mon premier enfant, j'ai eu de l'injection de syntocinon parce que j'avais une rupture de la poche des os, mais qui n'était pas franche, et donc il fallait déclencher l'accouchement. Et ça fait des contractions beaucoup plus brutales, paraît-il. Et extrêmement violentes et rapides. Le corps n'est pas préparé à ça. Et du coup, j'ai vomi tout ce que j'ai pu avant d'avoir la péridurale. J'étais très contente qu'elle arrive. Ah bah oui, je comprends. Le corps, il n'est pas fait pour avoir une injection d'ocytocine violente comme ça. Il n'est pas fait pour passer de force 1 à force 10 de contraction. Il est fait pour monter graduellement. Et c'est aussi ce qui nous permet d'accueillir la naissance d'un enfant. Ah oui, effectivement, une injection d'ocytocine qui te fait monter force 10, tu vas demander la péridurale parce que c'est insoutenable. Ouais. Surtout quand tu es sur le dos. Enfin, on ne devrait pas être sur le dos. C'est la pire des positions pour qu'un enfant puisse sortir facilement. Mais moi aussi, j'ai vomi. Hein. J'ai vomi pour mon 2e enfant parce qu'en fait, tout à coup, j'ai eu faim, j'en pouvais plus. J'ai dit à Nico, il me faut un milkshake, un fruit shake. Je voulais un fruit shake. Et il m'a fait mon fruit shake, je l'ai bu, c'était fantastique. C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Et j'ai pu accoucher. Et un quart d'heure après l'accouchement, j'ai tout vomi. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, juste de la voir comme ça, quelle liberté, waouh. Ah, c'était incroyable, ces accouchements à domicile, mais ça reste des moments incroyables. Je me souviens pour mon 2e, on était à Angers, dans notre petite maison, on avait baissé les volets, il restait 20 cm, j'avais un matelas au sol, je m'endormais entre chacune des contractions, j'avais une grande boule, et tout à coup, j'étais en pleine contraction, puis j'avais la tête tournée, et là, je vois les pieds du facteur qui arrivent, et je dis... Il y a le facteur. J'étais vraiment dans mon accouchement, vraiment en mode femme sauvage. J'étais pas connectée aux autres. Et c'est moi qui leur dis, il y a le facteur qui arrive. Et Jacqueline et Nico m'ont regardé en disant, mais elle délire. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle délire. Et je dis, putain, il y a le facteur.
Tout à coup, ils sont arrivés, je ne voulais pas être dérangée. Ouais. Et Nico s'est précipité, il a refermé la porte et c'était incroyable. Et il y avait une plante en face de moi et il y avait comme un visage sur son tronc et j'étais connectée à cette plante pendant mon accouchement. J'avais l'impression qu'elle m'accompagnait. Enfin, c'est incroyable parce qu'on est clairement en état modifié de conscience et on est avec notre partie puissante pendant ces moments. C'est incroyable. Pour toi, ça a été ça le point de départ de tes recherches, j'imagine? Oui, ça a été le point de départ et c'est après la naissance de Merlin, c'est juste avant la naissance de mon deuxième, Lubin, que j'ai lu Femme qui court avec les loups. Et c'est le livre qui m'a mis le pied à l'étrier du développement personnel parce que je l'ai bu comme un élixir de jouvence. Ce livre, il est incroyable. Parce que tout à coup, j'ai compris les capacités que j'avais, ce que je pouvais développer, comment. C'est comme si ce livre légitimait la femme puissante que j'étais, que je ressentais, mais que j'étais soit dans le déni d'être pour une part, soit dans la peur d'être. Donc maintenant, tu es connectée à ça, mais ça a pris du temps. Enfin, ça s'est fait par différentes étapes. Parce que tu m'as parlé beaucoup de toutes les expériences que tu as fait autour des états modifiés de conscience. J'ai toujours fait plein de stages en énergétique. Ça m'intéressait. Moi, je viens de Martinique. Ma mère m'emmenait voir un guérisseur quand j'étais petite, quand elle ne trouvait pas de solution. Là, j'ai eu une mère qui a toujours été très curieuse de tout ça. Donc, je me suis formée à l'énergétique, et puis petit à petit, après ça, je me suis intéressée aux états modifiés de conscience. Mais à 41 ans, j'ai découvert en fait que j'avais vécu des traumas. Donc, j'ai suivi un processus thérapeutique je ne sais plus ce que c'était, quelle méthode, parce qu'en fait, je me sentais pas bien dans ma peau. En fait, je me sentais en train de mourir. C'était très bizarre. Je me suis sentie comme si je n'avais rien de grave. Enfin, je n'avais pas de problème de santé. J'avais une petite anémie, mais un soir, je me suis vue devenir un peu transparente. Enfin, je me suis dit, c'est quand même très très étrange. Et j'en ai parlé avec une femme qui était psy, que je voyais parce qu'elle faisait aussi des soins énergétiques. Et elle m'a dit, ce serait bien d'aller voir du côté des traumas. Et ce qui m'a vraiment étonnée, je lui ai répondu, non, il n'y en a pas. Et elle m'a dit, est-ce que tu te souviens bien de ton enfance? Je lui ai dit non, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Je commence à me souvenir de mon enfance à partir de plutôt l'adolescence même. Ah oui? Oui. J'ai effacé en fait à peu près toute mon enfance. Elle m'a dit ça c'est pas normal, donc on va aller voir. J'ai dit ok, j'étais en parfaite conscience, enfin confiance en tout cas, pas du tout en conscience justement. Et voilà, il a fallu 11 séances pour que je remette le doigt sur des abus sexuels de la part d'un cousin de ma mère quand j'avais 7 ans, entre mes 7 ans et mes 9 ans. Et lui était majeur à l'époque? Ah, lui il avait l'âge de mes parents. Oui, d'accord. Ouais, c'était un adulte. Ouais. C'était un gros choc pour moi parce que c'est très difficile à 41 ans de se dire, ok, ce que je crois de moi est faux, la façon dont je me vois c'est faux, qui je suis c'est faux. Tu vois, cette espèce de sentiment d'avoir besoin de tout réécrire, de tout comprendre à travers ce prisme d'abus, de pas comprendre. C'est un abus qui a duré longtemps, ou tu as pu en reparler avec ta mère ou avec des gens? Tu as pu mener porter plainte? Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? J'ai 48 ans, donc comme je m'en suis rendu compte à 41 ans, ça fait 8 ans que je suis en process avec ça. C'est à peu près, j'ai l'impression d'en être un peu, d'avoir intégré l'information en tout cas. J'ai mis 3 semaines à pouvoir en parler à mon mari, alors que nous sommes extrêmement proches. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Mais ma première peur, ça a été qu'il me quitte. Je me suis dit, mon Dieu, mais je suis dégueulasse. Je suis dégoûtante. Quelle horreur. Il voudra plus de moi. Et j'ai mis 3 semaines avant de me dire, non, mais je délire. Enfin, c'est une délire total. Mais je pense que c'est vraiment ma réaction de petite fille. C'est ce que j'ai dû ressentir vis-à-vis de mes parents, en fait. Ils vont me rejeter, ils vont plus m'aimer. Je vais être rejetée complètement. Je serai plus du tout en sécurité. Je ne recevrai plus d'amour. Et puis j'en ai parlé avec mon mari. C'est pas séparé. Ça s'est bien passé. Ouais, on peut s'en douter, mais effectivement. Oui. Franchement, c'est très surprenant de voir les phases par lesquelles je suis passée. Après, j'ai mis 2 ans à en parler à mes parents. J'avais vraiment besoin d'intégrer, de comprendre comment j'allais gérer ça, comment j'allais m'en sortir avec ça, avant de pouvoir leur en parler.
et leur remettre leur responsabilité là-dedans. Voilà, je voulais faire les choses bien, intelligemment. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai partagé rapidement. Ils ont eu la réaction que tu attendais? Mon père a eu du mal à comprendre, parce qu'ils savent pas du tout, ils ne savaient pas comment fonctionnait le cerveau d'un enfant qui vit un trauma. En fait, l'enfant il ne dit rien, hein. Enfin, c'est très rare qu'ils disent quelque chose ou que le parent soit suffisamment attentif. Je pense que de notre génération, oui, on l'est. À l'époque de mes parents, moins. J'avoue que même j'ai des doutes sur notre génération. J'ai l'impression que les enfants ont des stratégies pour que ça se voit pas du tout. Oui. Mais de toute façon, le cerveau d'un enfant, pour pouvoir survivre, il efface l'information. Et l'information, de ce que j'ai compris, elle ressort quand tu as les épaules de pouvoir la gérer, la digérer. Donc ton père n'a pas compris? Mon père n'a pas compris, mais il a accepté. Puis on en a parlé, en fait. On en a beaucoup parlé. Et puis ma mère a tout de suite compris. En fait, ma mère, elle sentait qu'il m'était arrivé quelque chose, mais jamais elle aurait pu imaginer ça. Donc c'est quelque chose qu'elle avait exclu d'office, qu'il puisse nous arriver quelque chose comme ça, enfin m'arriver quelque chose comme ça. Et c'est super beau parce que tu vois, ma mère a 73 ans et elle a, avec tout le chemin que j'ai pu faire d'accompagnement et compagnie, elle-même s'est fait accompagner quelques années après. Elle a travaillé à son enfance et il y a 2 jours, j'avais au téléphone, elle me dit oh, mais tu sais, c'est incroyable, j'ai entendu parler de psychogénéalogie et tu sais que j'ai tous les symptômes de quelqu'un qui s'est fait abuser, qui aurait subi de l'inceste et faudrait que j'ai le courage d'aller creuser ça. J'ai aucun... Fais-le. Si t'as le courage, fais-le. Je trouve ça magnifique parce que ma mère, elle s'est jamais vraiment posé de questions, elle a jamais travaillé sur elle. Donc c'est un peu l'effet papillon de... Tu es la personne qui arrête la malédiction, je sais pas si c'est le bon mot. C'est complètement ça, ouais. C'est le maillon fort qui rompt. Tu vois, c'est pas le maillon faible, là. Pour le coup, c'est le maillon fort qui arrive à rompre la chaîne de la continuité. Parce qu'en fait, ça se transmet, notamment dans ce travail que j'ai fait. Quand j'ai découvert ça, j'étais en état modifié de conscience et c'était un peu un genre d'hypnose. Et j'ai vu plein de femmes autour de moi qui venaient me dire merci d'avoir mis le doigt là-dessus, de faire ce travail de reconnaissance, parce que je sais que mes enfants ne le subiront pas et mes petits-enfants, enfin voilà, c'est fini pour ma lignée. Ça, c'est hyper gratifiant. D'ailleurs, sincèrement, après avoir digéré le truc, en avoir parlé à mon mari, je crois que si j'avais pas eu 3 enfants, j'aurais jamais eu le courage de faire tout ce travail. Je l'ai fait pour eux, presque pas pour moi, je vais dire, sincèrement. Je l'ai vraiment fait pour eux en me disant, ok, je suis responsable de ces 3 enfants, je peux pas partir comme ça. Mais ça m'est passé par la tête de laisser tomber, en fait, de mourir, simplement. De rester transparente de plus en plus. De devenir complètement transparente et de ne mourir de rien. Voilà. Oui, ça a été une option que j'ai étudiée. Et si j'avais pas eu 3 enfants, j'aurais choisi cette option-là plutôt que de traverser ça. C'était trop violent. Tu penses que ta maman, elle fait ce travail pour toi? Non, je pense qu'elle fait ça pour elle. Pour moi, c'est trop tard. J'aurais bien aimé qu'elle le fasse pour moi. Il y a 49 ans. Ça aurait été merveilleux. Non, je pense qu'elle le fera pour elle. Ouais. Mais libérée de ma charge à moi, c'est plus facile pour elle aussi de le faire. Tu parlais de tes enfants, tes 3 enfants? Oui. Il y en a un qui était autiste à la naissance. Lubin, alors à la naissance, non. C'est un enfant parfait. C'était le petit bébé tout calme, tout tranquille, tout facile. D'ailleurs, quand notre petit 3e nous a fait la surprise de nous rejoindre, on s'est dit, bon, allez, ça va être chouette parce que Lubin, il est tellement facile comme bébé que ça va être génial. Et ça a commencé à être compliqué à 18 mois. À 18 mois, ça a été très compliqué. Il s'est mis à faire des grosses colères. On mettait 1 heure à l'endormir tous les soirs. Nicolas le prenait en portage pendant 3/4 d'heure, 1 heure, avant de pouvoir le poser dans son lit et l'endormir. Il se réveillait en colère pendant la nuit aussi. Et puis vers 2 ans et demi, 3 ans, il se tapait la tête contre le sol en disant « je suis triste, je suis malheureux ». Il nous faisait entre 15 et 20 crises, des grosses crises de fureur dans la journée. Il était absolument pas scolarisable. Absolument pas. Et je me suis souvenue du film Rain Man, parce qu'un jour on s'est dit bon, allez, allons voyager. On est parti en Thaïlande avec nos 3 enfants. Et on s'est dit de toute façon, Lubin est tellement compliqué que ce sera pas plus compliqué à l'étranger. C'était faux. C'était beaucoup plus compliqué à l'étranger parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucun repère. Et un jour, un taxi, on prenait des petits taxis collectifs là, il se garait toujours de la même façon.
Il y a des espèces de grandes gares pour les taxis qui se garent en épi en Thaïlande. Et là, on est arrivé dans une ville où c'était une plus grande ville. Donc les taxis étaient en épi, mais il y avait des triples épis, tu vois. Donc là, on n'était pas sur les côtés, on était au milieu. Et quand il a vu ça, il a pété un câble. Il faisait 45 degrés, on avait toutes nos valises. Donc, on a été se mettre à l'ombre et Nico l'a porté, il l'a ramené au niveau du taxi, il lui a dit « Explique-moi le problème ». Et là, il a expliqué « Le taxi, il n'est pas garé, comme d'habitude ». Ok, c'est ça ton problème. Et là, ça m'a rappelé le film Rain Man, tu vois. Et je me suis dit « Ok, autisme, c'est ça ». Et parce t'as fait que un diagnostic jusque-là, avec un médecin? oui, on a voulu faire un diagnostic, il avait 4 ans et demi. Et en fait, la neuropsy, elle lui a fait passer un test, les tests de QI. Enfin, tu le fais jamais avant 6 ans. Et puis en plus, c'était un enfant qui n'était pas scolarisé. Du coup, le test de QI, c'est du scolaire, tu vois, c'est quelque chose qu'il connaissait pas. Donc, dans une partie des tests, il était complètement surdoué, dans d'autres, il était complètement débile, et dans une autre partie, il était normal. Donc, le test ne nous a rien dit du tout. Ça ne nous a pas aidé du tout. Par contre, on a plutôt été aidé par au niveau énergétique. Moi, j'ai été voir une première copine, Cécile, que j'embrasse au passage, qui m'a dit oh là, ton fils, il est extrêmement en colère à cause de son jumeau. Il a perdu son jumeau et il se sent responsable de sa mort. Elle t'a dit ça comme ça, mais t'avais une grossesse gemellaire? Alors, quand elle me l'a dit, je me suis dit peut-être, ça me parle pas trop. Et 2 semaines après, tout à coup, je me suis rendu compte que oui, j'avais perdu son jumeau. J'avais eu un début de fausse couche, mais je croyais que c'était un début de fausse couche de l'unique bébé qu'on attendait, tu vois. Et quand j'ai fait ma première échographie 1 semaine après, la sage-femme, elle m'a raconté une autre histoire. Elle m'a dit l'œuf, il est très bas. Donc en fait, il devait être plus haut. Il a glissé. Vous avez dû perdre un peu de sang, mais comme vous avez eu peur, vous avez cru que vous avez perdu beaucoup de sang. Moi, je savais bien que j'avais perdu beaucoup de sang. Tu vois, Ouais, mais elle m'a raconté une autre histoire qui me convenait, étant donné que mon bébé allait bien, que j'avais pas perdu mon bébé, c'est tout ce que je voulais entendre. Donc quand ma copine me dit ça 2 ans et demi après, je me dis non. Enfin, tout de suite, ça me revient pas. Il m'a fallu 2 semaines pour me dire mais si, en fait, j'ai perdu un bébé. Et donc j'ai été voir Lubin et je lui ai dit écoute chérie, quand tu étais dans mon ventre, tu étais une toute petite cacahuète et il y avait une autre petite cacahuète avec toi. Et c'était pas son chemin de vie de s'incarner. Donc cette petite cacahuète, elle est partie et tu as grandi dans mon ventre tout seul et tu es né tout seul. Et là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit maman, je veux qu'il soit ici, dans cette maison avec moi. Là, j'ai pris la dimension du deuil qu'il avait vécu depuis sa naissance et même avant. J'ai aussi compris pourquoi, à partir du moment où j'ai fait cette fausse couche, j'étais alitée pendant cette grossesse, j'étais malade comme un chien du début à la fin. Je crois que j'ai pris 4,5 kg ou 5 kg max. J'étais plus maigre qu'avant de tomber enceinte, je crois, le jour de l'accouchement. Ah oui, c'est incroyable. C'est pareil, je me suis dit mince, il va falloir que je relise un peu l'histoire de mes 3 dernières années. Là, c'était pas comme ce que je pensais. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en fait, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui parle à Lubin et qui parle à son jumeau et qui explique aux deux ce qui s'est passé pour que Lubin puisse faire le deuil de ça. La vie a fait que j'ai rencontré une personne qui était capable de faire ça, de parler à mon fils et à son jumeau. Elle n'a pas parlé à mon fils, elle m'a parlé à moi au téléphone. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui était capable de faire une séance par téléphone à une mère et son enfant et aux jumeaux partis. J'ai tout essayé pour Lubin. Mais quand je dis j'ai tout essayé, j'ai dû aller voir 10, 15 personnes. J'ai rien lâché. Rien du tout. Et donc après cette première séance, elle m'a dit « Ok, votre fils, c'est comme il est comme une maison où la lumière est allumée, il y a de la musique, c'est sympathique à l'intérieur, et il n'y a pas de fenêtre, pas de volet, pas de porte d'entrée, pas de portillon, pas de clôture, rien. Donc tout le monde peut rentrer. » Alors je lui dis « Ok. » Elle m'a dit moi, je vais faire ce travail de mettre des volets, de mettre une porte, de mettre une clôture, un portail et une petite boîte aux lettres si quelqu'un veut lui laisser un message. C'est quoi? C'est la question des limites là que tu décris? C'est la façon dont elle voyait mon fils qui était comme une maison ouverte. Alors que nous, on est tous des maisons fermées avec porte-volets et on toque à ta porte si on veut te parler. Mais là, on rentre à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'elle voyait les choses pour mon fils. Et 2 jours après cette séance, Lubin est monté dans mon atelier et il est venu me voir, il m'a regardé dans les yeux, ce qu'il faisait très rarement. Il m'a dit « Maman, je comprends quand tu me parles. Maman, je suis contente de comprendre quand tu me parles. » Il avait 4 ans et demi.
Et il est reparti, et pour la première fois de sa vie, il a descendu l'escalier, parce qu'il restait en haut de l'escalier en balancier, c'est toujours moi qui le portais pour descendre. Là, j'ai compris qu'il se passait un truc super important. Et puis après, les crises émotionnelles ont diminué, mais ça restait fréquent. J'étais obligée de rappeler cette personne une fois par mois pour qu'elle retravaille sur Lubin, pour qu'il puisse se recentrer. Et je crois qu'au bout de 4 séances, je me suis dit que j'avais pas envie de dépendre de quelqu'un pour mon fils. Et j'ai commencé à me former, à comprendre comment ça marchait, à comprendre comment on pouvait œuvrer, à l'aider lui. Enfin, j'ai commencé à explorer beaucoup de choses. Donc, tu t'es formée pour pouvoir accompagner ton fils? Je me suis formée pour pouvoir comprendre, oui, et l'accompagner. Être responsable de sa sécurité, pour moi, c'était... Ouais, j'avais envie d'être dans mon rôle de mère aussi, à pouvoir le protéger de lui-même s'il y avait besoin. Et t'as fait quoi comme formation? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations en énergétique. J'ai fait des formations en quantique sur les changements de réalité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complexe à expliquer. Moi, je connais la physique quantique quand on parle d'astrophysique. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai étudié, c'est pas le mot du tout, mais j'ai assisté à une conférence de Christophe Galfard qui explique ça très bien. D'accord. C'est le domaine dans lequel je le relie. Oui. Mais je ne savais pas qu'on pouvait relier cette notion-là à autre chose. Oui. Moi, je m'intéresse plutôt aux champs quantiques, à tes champs de réalité où tu peux passer d'une réalité avec des blessures. Par exemple, quand la blessure est guérie, tout à coup, tu as comme un filtre qui s'enlève de tes yeux et tu vois la réalité autrement, c'est-à-dire sans ta blessure. Et je relie vraiment ça à des filtres de perception. Par exemple, tu vas voir tout en bleu, puis tout à coup, c'est vert, tu vois. Et après, le chamanisme, mais pas dans un premier temps. Et tout ça, c'est des outils qui t'aident pour ton fils? Ce sont des outils qui m'ont aidée parce que mon fils n'a plus besoin d'aide. Les crises émotionnelles sont réduites petit à petit jusqu'à ce que son cerveau soit mature, c'est-à-dire vers 7 ans, vers 7-8 ans. Et là, il a 10 ans, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a aucun problème. Enfin, c'est un enfant brillant, il est extrêmement sensible, il est d'une maturité incroyable. Enfin... Quand tu dis que c'était l'autisme, moi, je trouve ça bizarre de mettre ce mot-là. J'ai l'impression qu'il avait une blessure profonde et que vous avez réussi à le guérir. Oui, c'est parce qu'en fait, cette blessure profonde l'enfermait ailleurs qu'avec nous. Cette femme, elle m'avait donné une image qui était drôle. Elle dit, chaque fois que vous interagissez avec lui, c'est une goutte d'eau qui vient faire déborder son vase émotionnel. Et c'était complètement ça. C'est un enfant qui pouvait être au milieu des autres enfants, puis tout à coup, il s'asseyait, il prenait un puzzle, et là, il était seul au monde. Enfin, c'est comme s'il y avait une bulle autour de lui. Il ne nous regardait jamais dans les yeux. Il avait beaucoup de problèmes avec la nourriture, certaines textures, beaucoup de rejets à ce niveau-là. Il était extrêmement méfiant de nature. Enfin, je crois à 18 mois, il attendait toujours que tout le monde ait commencé à manger pour manger. Il avait vraiment beaucoup de choses comme ça. C'est un enfant que tu ne pouvais pas... Enfin, nous, en tant que parents, on pouvait le toucher. Personne ne pouvait le toucher. Enfin, ses grands-parents peuvent l'embrasser depuis cette année, il a 10 ans. Personne, enfin, si quelqu'un venait par derrière pour l'embrasser, il le sentait, c'était une savonnette, il filait. Et ses frères et sœurs, ils pouvaient l'embrasser? Il est très collant de son grand frère. Il a eu beaucoup plus de mal à accepter son petit frère. Maintenant, ils sont extrêmement proches tous les trois. Et il était violent aussi, il tapait. Enfin, je me rappelle d'une fois où j'avais fait des pots de confiture, il y en avait une quinzaine. Et il y avait quelque chose qui l'avait contrarié. Il a tout pris, il a tout envoyé dans le salon. Il y en avait partout. Et tout à coup, il se rendait compte de ce qu'il avait fait. Il était dans culpabilité. Mais il nous a fait vivre des tempêtes émotionnelles. Il fallait le contenir aussi. On a passé des heures à le tenir parce qu'il devenait ultra violent. S'il voyait un couteau sur une table, il se transformait en ninja. Juste parce qu'il avait un couteau dans la main. Donc, au restaurant, on était obligé de faire attention les pics pour les dents, là, il fallait pas qu'il y ait ça. Enfin, ouais, c'était très particulier. Et maintenant, c'est un enfant qui est normal et même super malin. On peut imaginer que ce que tu décris, ça arrive à beaucoup d'enfants qui sont pas tous... On n'a pas répondu à leur douleur à chacun d'entre eux. Les troubles je pense qu'il n'y a pas qu'un autisme, il y a plein de formes d'autisme. Je pense que moi aussi, j'ai des troubles de la sphère autistique. Mais ça, c'est dû à la maltraitance. Quand un enfant a vécu de la maltraitance ou de grande violence, ce qui est mon cas, parce que... Tu parles de l'abus sexuel, là? Oui. Alors, j'étais abusée sexuellement. Ce que j'ai compris plus tard en creusant l'affaire, parce que mon cerveau ayant effacé une grande partie de l'histoire,
j'ai pu comprendre un peu plus ce qui m'était arrivé. Et cet homme n'était pas seul. Ils étaient plusieurs. Et c'était assez violent. Peut-être la raison pour laquelle j'ai effacé aussi largement dans ma vie. Et ça, quand tu vis des violences, de la maltraitance dans l'enfance, ça peut te causer des troubles de la sphère autistique. Donc c'est assez large. Les troubles de la sphère autistique sont assez larges. Donc Tu m'as parlé de Nicolas et du couple Oui. que vous formez ensemble, du fait Oui. que vous parlez de tout. Oui. Vous êtes un couple très soudé. Vous arrivez à vous apporter l'un l'autre sans empiéter l'un sur l'autre. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En fait, on s'est mariés avec déjà sur une base qui nous appartient beaucoup. On s'est engagés à se protéger mutuellement de nous-mêmes et des autres. Ça, c'est un de nos socles. Et le deuxième socle, c'est on s'est pas promis fidélité, mais on s'est promis de mériter la fidélité de l'autre. Ce qui fait on reste en équilibre. C'est pas quelque chose de figé ou de statique, notre engagement. Et quand tu dois mériter la fidélité de l'autre, ça t'oblige à rester en mouvement et à te questionner et à poser la question aussi régulièrement. Qu'est-ce que ça donne concrètement l'un et l'autre sur la protection? De mon côté, je prends soin de Nico sur son côté capacité à partir dans le mental. C'est-à-dire à déconnecter du corps? Déconnecté du corps, déconnecté de notre couple, déconnecté de sa famille, parce que c'est un super créateur, Nico, et il est capable de partir comme ça et de se perdre dans le mental et de le ramener à son cœur, au moment présent et à ce qu'on est en train de vivre. Et de son côté, il m'a pas mal protégée des autres dans un premier temps. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Il a fait ça, me protéger des autres. Je pense qu'en partant vivre en montagne, on s'est aussi protégé. On a protégé notre famille. On est super heureux de cette vie en montagne. On est hyper proches avec les enfants, puisqu'on est tous les 5 dans une même maison, finalement. Et on travaille ensemble en plus. Et les enfants sont pas scolarisés, tu m'as Non, dit. les enfants sont pas scolarisés. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Donc tout le monde vit dans la maison toute la journée. Tout le monde vit dans la maison toute la journée. Et vous avez des relations sociales avec les autres membres du village? Oui, on a un bon petit groupe dans le village. On fait partie d'une association de commandes bio tous les 15 jours. Et puis on a rencontré d'autres personnes qui travaillent à domicile et qui ont eu des vies parisiennes aussi. Donc isolé, mais pas tant que ça quand même. Pas tant que ça, parce que on a rencontré plus de monde en très peu de temps que pendant 10 ans à Angers. Ouais, c'est très surprenant. Ouais. Et puis c'est une vraie vie de village où il y a beaucoup de partage, parce qu'on a un canal qui récupère de l'eau dans un torrent à 8 km du village. Et ce canal est un bien commun aux villageois. Donc, on entretient ce canal et au printemps et en automne, on va débroussailler le canal, couper les arbres qui sont tombés dedans, au-dessus. C'est magique. Et ça, on est obligé. C'est génial. On le fait avec les chasseurs, avec plein de gens qu'on fréquenterait pas forcément. C'est un côté vraiment hyper convivial, très sympa. Pour revenir sur la protection, tu pourrais dire de quoi est-elle protégée, Nicolas? De pas partir trop loin dans mes recherches. Moi, je suis vraiment exploratrice des états modifiés de conscience. J'ai pu explorer en respiration holotropique, tu peux expliquer en voyage chamatique. C'est de breathwork, c'est ça? Oui, la respiration holotropique, c'est ce travail de respiration que tu fais avec dans un cadre hyper sécurisé où chacun a son matelas. Tu mets un bandeau sur les yeux, tu as la musique chamanique à fond la caisse pour t'immerger dans un bain particulier qui va te faire voyager en fait. Et puis tu as des accompagnants, des facilitateurs qui sont là pour prendre soin de toi si tu as besoin. Et c'est fantastique la respiration holotropique. C'est capable de te switcher une peur profonde, une problématique. C'est très très puissant. Et j'ai essayé aussi les médecines chamaniques. C'est quoi? C'est quoi? La médecine par les plantes? C'est les médecines chamaniques, c'est ce qu'on appelle les plantes médecines, et c'est l'ayahuasca, la psilocybine. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est de la drogue qui est interdite en France d'ailleurs? Ah oui, c'est complètement interdit en France. Alors ça s'appelle plus des psychotropes, ça s'appelle des entéogènes, parce que ce sont des substances qui te connectent à Dieu ou à l'univers, enfin en tout cas à plus grand que toi, à des sphères plus grandes que toi. Et ça a été interdit dans les années 60. Et c'est en train d'être réhabilité aux États-Unis. Ils recommencent à travailler, les thérapeutes, je parle bien au niveau de la thérapie,
recommence à travailler avec parce que les résultats sont incroyables. Par exemple, pour des gens alcooliques, en 2-3 séances, ils ne le sont plus. Pour les addictions, ça fonctionne? Pour les addictions, ça fonctionne super bien. Par exemple, pour l'addiction au crack, il y a rien qui existe. Eh ben si, il y a le bufo, c'est un crapaud. C'est la substance d'un crapaud qui est fumée, qui te fait vivre ta mort, la mort de l'ego. Et les gens sous crack, ils peuvent se faire soigner comme ça. Enfin, donc toi, tu as testé ça? Moi, j'ai testé ça. À l'étranger? Oui. Dans le cadre d'un stage ou d'un truc? Toujours encadré avec des professionnels, oui. Toujours. Ça t'a apporté quoi? Tu l'as fait sans Nicolas? C'est une bonne question. Je l'ai fait sans Nicolas, oui. Et lui, il l'a ça, fait c'est par vraiment ailleurs? le côté chamanique, c'est vraiment mon parce qu'il m'intéresse depuis 4 ans maintenant. Non, Nicolas ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il le fera un jour. Je ne sais pas. Nicolas, il rentre en transe tout seul. Hein. Faut te dire que j'ai découvert la respiration holotropique en premier. Ça, tu le fais en France facilement. Il y a des accompagnants un peu partout dans toutes les villes. Tu trouves de la respiration holotropique. Et pour te donner un exemple, je me suis rendu compte, parce que ça aussi, j'étais en déni, que quand j'allais dans une forêt, je pouvais pas aller seule dans une forêt. Tu vois, j'y allais avec Nico et les enfants. J'étais ravie, mais je pouvais pas m'éloigner de Nico. Pas de balade en forêt seule pour toi? Ah non, parce que j'étais persuadée qu'il y avait un psychopathe derrière chaque arbre. C'est pour te dire le niveau de. Mais tu dis ça, mais moi, je me baladerai jamais seule en forêt. Je réalise que c'est pas quelque chose qui me sécurise. Ah ben voilà. Et ben moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais des stratégies pour y aller jamais seule. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai essayé, je me suis dit, c'est marrant, j'ai peur. J'ai osé le regarder, j'ai peur. Genre, je m'éloignais, je dis, ah non, mais j'ai super peur. Mais de quoi j'ai peur? Ah, j'ai peur des psychopathes. Ça, mais je me suis dit, ah, mais c'est grave, ça, quand même. Donc, je faisais le tour de l'arbre. Il y a rien. Il y a rien du tout. Et puis, après ma première respiration holotropique, je me souviendrai toujours, je suis rentrée à la maison, ça avait été hyper fort. Écoute, j'ai pleuré pendant 4h30 en appelant ma mère. C'était horrible. J'ai pleuré pendant 4h30, mais j'ai pas pleuré. Hein. J'étais une rivière de larmes. Ouais. Et j'étais avec 2 accompagnants super, un homme et une femme. Et ils sont venus et ils m'ont tous les 2 pris dans leurs bras. Je me souviens, j'étais en position fétale sur mon matelas. Et lui, il m'a dit, moi, l'homme qui t'a fait ça, je l'aurais cloué à une porte. Jamais j'aurais accepté ça. Enfin, j'aurais pas pu, j'aurais été violent. Et elle m'a dit, oh, ma pauvre chérie. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir la réparation profonde de l'archétype du père et de la mère. C'était magnifique. Ils m'ont offert ça, c'était magnifique. Ils savaient ce par quoi tu étais passée? Ouais. Oui, d'accord. Oui, ils sont venus me voir parce qu'ils voyaient que je n'arrivais pas à sortir de la respiration. Ils voyaient que j'arrivais pas à arrêter de pleurer. Et ils sont venus m'offrir ce moment. Ça a été extrêmement puissant pour moi. Et suite à ça, Nicolas était sur Paris. J'ai pris la voiture avec les enfants pour aller, je sais plus où, mais je passais devant la forêt où on allait se promener. Et là, je me retourne et je sens que la peur n'est plus là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Donc je me suis garée. Là, il y a mes enfants qui me disent, mais maman, on va en forêt? Et j'ai dit, ben oui, j'ai besoin de voir un truc. Et on y a été. Et je n'avais plus peur. Et c'était fini. J'aurais pu être sans eux, ça n'aurait rien changé. J'aurais fait ma promenade en forêt. Et j'ai trouvé ça stupéfiant. De faire disparaître des peurs comme ça. Parce que moi aussi, je pense que je porte des tonnes de peurs avec lesquelles je me suis habituée à vivre et que je ne vois plus, en fait. Ouais. Ah ben non. C'est ça, c'est qu'on les voit plus. Et plus on prend de l'âge, plus ces peurs, elles peuvent prendre de l'ampleur et devenir toi. Tu n'es plus dans l'interaction avec les autres, dans qui tu es vraiment, mais tu es dans l'interaction avec les autres, juste avec tes parts blessées. Et ça, dans le couple, ça fait des dégâts. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté récemment, justement, au niveau de notre couple, avec Nicolas, c'est de prendre conscience dans les problématiques qu'on peut rencontrer, ce qui vient toucher nos parts blessées ou ce qui vient toucher notre part souveraine, ce qu'on observe avec notre part souveraine. Et quand on dit quelque chose, je dis, bah ça, je te le dis de telle part blessée. Tu vois? Non, pas encore. Non, tu vois pas. C'est quoi les parts blessées, les parts souveraines? Les parts blessées, c'est, je sais pas si j'ai peur d'être abandonnée. Voilà, ma part souveraine n'a pas peur d'être abandonnée. Ça. Au fond de moi, non, c'est pas grave. Ouais. Mais par contre, ma part blessée qui a pu être rejetée, abandonnée, là, elle peut s'exprimer de façon virulente. Alors là, je vois tout à fait de quoi tu parles. Tu vois de quoi je parle. Je le visualise bien dans mon couple, je comprends ce que tu dis. Voilà. Et ben, c'est intéressant quand tu es en interaction de te dire, ok, là, ce qui vient là, si je le prends avec ma part blessée, je sens vraiment que ça vient appuyer, que ça fait mal.
Mais au moins, je suis capable de te dire, ça, je réponds, mais je réponds de ma part blessée. T'es OK de l'accueillir. Parce que l'autre peut se mettre en mode souverain plutôt que de se mettre lui aussi en part blessée pour accueillir ta part blessée, tu vois. Parce que là, ça. Deux blessures face à l'une, ça ne fonctionne plus. Ah bah, ça fait un feu d'artifice. Ouais. Il faut prendre du recul par rapport aux blessures de l'autre pour arriver à faire fonctionner ces moments où il y en a un des deux qui devient totalement épidermique. Mais le fait que tu le reconnaisses quand tu l'es, c'est ça qui permet à l'autre de se mettre en souverain, en fait. Oui, complètement. Et de switcher lui pour accepter que c'est pas toi, c'est juste ta blessure qui parle. Exactement. Et autoriser aussi. Accueillir et dire j'accueille et j'autorise ta blessure de s'exprimer. Ta part blessée, en tout cas. C'est OK pour moi. Parce que je sais que ça va rééquilibrer sur le souverain. Oui, après, je sais pas quel exemple concret donner à ça, mais mon mari, il aime moins voyager que moi. Et c'est lié à ça un peu. Je sais pas d'où ça vient chez lui, mais il y a quelque chose certainement une blessure sur la question du voyage, du déplacement. Il est moins à l'aise que moi là-dessus. Bah, concrètement, on s'est mis à voyager. Ça a pris un peu du temps, en fait. Ça n'a pas été une évidence. Alors, si, on a fait des super voyages ensemble aussi. Oui. Mais je sens quelque chose de cet ordre-là chez lui. Mais une fois qu'on l'a dit, ça changerait, quoi. Oui. C'est pas si facile que ça de voyager. C'est peut-être plus de l'ordre des besoins. Quels sont les besoins que toi, tu nourris en voyageant et quels sont les besoins que lui nourrit en restant casanier? Oui, je vois assez bien. Chez moi, il y a une sorte de besoin d'accumulation, d'avoir tout fait, d'avoir tout vu. Je sais que c'est pas très sain, mais il y a quelque chose à ce moment-là. Bah oui, mais là, tu peux aller voir si tu as besoin d'accumuler, d'avoir tout vu, d'avoir tout fait. Ça vient combler quelle part blessée, de pas être assez, de pas avoir assez fait, de si je fais pas, je ne suis pas, tu vois. Ouais. Parce que l'être et le faire, c'est pas la même chose. Effectivement, on est dans une société où on comble notre être par le faire, par l'avoir, mais c'est vraiment au détriment de notre être parce qu'on a l'impression qu'on va être ce qu'on a fait et ce qu'on a, c'est différent. Donc ça fonctionne bien chez vous? Oui. Ces deux notions de part souveraine, part blessée que vous utilisez au quotidien face à des situations où ça pourrait faire des feux d'artifice. Voilà. Mais c'est justement parce qu'on a vécu des feux d'artifice qu'on s'est rééquilibré comme ça. C'était assez drôle, il y a quelques mois, j'ai fait un rêve où ça allait pas fort pour nous deux. Et j'ai fait un rêve où on était 4 dans notre lit et où j'étais vraiment sur le bord du lit, j'étais en train de tomber et je me suis réveillée, j'ai dit j'ai fait un rêve très désagréable, j'ai besoin de t'en parler. Et Nico m'a dit je crois que j'arrive à le décoder. En fait, il y a nos parts blessées qui sont dans le lit avec nous et qui commencent à prendre plus de place que nous-mêmes. Et tout à coup, ça a été génial, je me suis dit mais c'est incroyable, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est parce que moi, quand je dis ça, quand je fais ça, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est mes parts blessées qui attendent d'être réparées par toi. Alors que non, ça veut dire que je me positionne en victime et que la victime que je suis attend que tu viennes la sauver. Enfin, c'est pas juste. Enfin, tu connais cette notion de triangle de Karpman, là, oui. Le triangle de l'enfer. J'ai étudié ça. Il y a le sauveur, la bourreau, victime, sauveur. Ouais. Voilà, sachant que ça tourne. Ce sont des rôles interactifs. Que généralement, quand on reste trop victime, on devient bourreau. Quand on est trop sauveur, on devient victime, ainsi de suite. Est-ce que ces blessures, elles se soignent avec le temps ou est-ce qu'elles sont vouées à demeurer et juste il faut apprendre à les gérer? Non, je pense qu'il faut vraiment en prendre soin, aller voir d'où ça vient, quelle est la racine de cette blessure. Tu vois, parce que ça peut remonter à très très longtemps. La plupart du temps, ça remonte à l'enfance. Tu as 2 blessures fondamentales. Tu as le manque d'amour et le manque de sécurité. Généralement, le manque d'amour, ça vient de ta mère. Et le manque de sécurité vient de ton père, puisque ce sont les 2 garants de l'amour et la sécurité. Après, on est constitué à ne pas voir le manque d'amour qu'on a pu recevoir et le manque de sécurité qu'on n'a pas eu. On est plutôt câblé pour se dire c'est moi qui mérite pas d'être aimé, c'est moi qui mérite pas d'être en sécurité. Et comme on a cette espèce de mensonges qui nous ont permis de nous construire, mais qui sont encore actifs à l'âge adulte, on va continuer à perdurer ce manque de sécurité, ce manque d'amour. Est-ce que c'est pas un peu tout le monde, quel que soit l'amour qu'une mère a donné? C'est tout le monde. À quel que soit l'amour qu'une mère a donné, parce qu'en fait, déjà, une mère, elle donne 100% de l'amour qu'elle peut. Par contre, l'enfant, il a peut-être besoin des 100%, mais ce qu'il voit de sa mère, c'est peut-être 10% des 100% dont il a besoin lui. Donc, c'est plutôt aller observer quel est le pourcentage que toi, tu as eu l'impression de recevoir. C'est ça qu'il faut aller observer pour pouvoir passer à autre chose. Oui, ça, c'est un travail
un vrai travail. Et quand tu dis travail, tu parles de thérapie par la parole ou tu parles de toutes les thérapies de libération émotionnelle? Comment est-ce que tu mélanges les deux? Est-ce que tu as fermé la porte à tout ce qui était psychothérapie classique? Pas du tout. Alors, psychothérapie classique, pour moi, de ma façon de voir les choses, ça reste dans la sphère mentale. Et comme la plupart du temps, c'est le mental qui a créé le problème. Après une psychothérapie, tu comprends très bien ton problème, mais tu as toujours les deux pieds dedans. Oui. Enfin, moi, la plupart des personnes que j'accompagne ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans de psychothérapie et... Elles sont prêtes à venir te voir, c'est ça? Je sais pas si elles sont... Non, mais elles se rendent bien compte qu'en fait, les problématiques, elles sont toujours présentes. On est des êtres bien plus complexes que notre mental. Il faut aller travailler sur toute cette complexité et pas seulement sur le mental. Ça fait des séances qui ressemblent un peu à presque une séance avec un psy où je pose plein de questions, je fouille tous les tiroirs, on parle énormément et puis on définit, ça c'est le mode quantique, on définit ce sur quoi on va travailler par l'observation. Parce qu'en fait, l'observation, alors tu vas me dire, on fait ça avec un psy, on observe. Et là, il y a d'autres outils. Donc, je définis avec eux ce exactement sur quoi on travaille. Et puis là, je demande à la personne de prendre des grandes respirations, de visualiser quelque chose, de me décrire ce qu'elle voit. Et puis moi, je travaille sur cette personne à distance, à faire circuler l'information dans sa structure, on va dire. Je vois les êtres comme des structures vibratoires. Et voilà, après, on observe ce que la personne a ressenti de la séance, comment ça s'est passé pour elle, comment elle se sent maintenant. Généralement, on travaille des choses qui sont dures, donc on va vraiment au fond du trou. Mais à la fin de la séance, la personne, elle est bien, elle est bien dans son corps, ça circule dans son corps, elle est apaisée, généralement fatiguée, besoin de faire 10 minutes de sieste. Et puis, d'une séance à l'autre, on dépile comme ça les problématiques, les racines de parts blessées, on va dire. Et ça permet donc d'en prendre soin et de diminuer les symptômes, de diminuer la violence de cette part blessée quand elle s'exprime? Ça permet soit de diminuer drastiquement, soit de faire disparaître la problématique. Et de permettre à la personne d'avoir un nouveau mode de fonctionnement en dehors de cette réalité blessée, de ces mensonges, de je mérite pas d'être aimé, de je mérite pas d'être en sécurité. Tout ce que tu dis là, ça résonne très fort pour moi, pas pour moi personnellement, parce que si je vois très bien, effectivement, cette peur de ne pas être aimée, je la ressens aussi, bien sûr. Mais je la ressens énormément pour mon mari. Je sens à quel point, pour lui, c'est beaucoup plus puissant que pour moi. Et ça ne s'explique pas du tout à travers l'amour fou que sa maman lui a donné. C'est autre chose. Non, c'est autre chose, ouais, c'est autre chose. Toi, tu as dû observer ça, qui a 3 enfants aussi. Tu vois bien que tes enfants, ils n'arrivent pas neutres. Ils ont déjà des filtres de perception. Non, ils sont très différents. Mais évidemment, ils ont les mêmes parents et puis ils vont vivre les choses de façon complètement opposée. Moi, ça m'a fait comprendre que quand tu t'incarnes, t'es pas neutre. Ouais. Tu vois, tu t'incarnes avec un passif et puis voilà, le parent, il découvre le passif et on fait avec aussi. Il y a vraiment de ça. Je peux voir ça sur le premier, le plus grand. Il a un besoin d'amour énorme. Et ça s'est traduit quand il était tout petit par le jeu du cache-cache. Il a joué à cache-cache comme un fou. Pendant super longtemps, je passais ma vie à jouer à cache-cache avec lui, j'en pouvais plus. Et j'ai pas eu ça pour les 2 autres, en fait. C'était pas juste tous les enfants qui sont comme ça. J'ai compris après que non, c'était lui, en fait. Ouais, il a besoin d'être trouvé, d'être vu. Ouais, c'est ça. Et les 2 autres, non, c'est autre chose. Le dernier, il a une colère de fou. On sait pas du tout pourquoi. On sait pas d'où vient la colère, on comprend pas non plus. Pas du tout au point de ton fils, mais bon, quand même, elle est là, cette colère. On la voit. Si tu veux, je te donne le numéro de Cécile. Avec ça, plaisir. Tu pourras lui poser des questions bizarres, elle aura des réponses bizarres. Mais au fond de toi, tu vas te dire... En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu vois des gens qu'on dit perchés. Ça peut être des réponses très bizarres, mais de toute façon, tu as comme une boussole intérieure où tu dis « Alors ça résonne à l'intérieur de moi, je sens que c'est vrai. » Et cette vérité, elle est étrange, mais en fait, c'est ça. Et c'est OK, tu vois, d'accepter que tu sois capable, toi, de sentir en fait les choses en dehors des normes, en dehors des petites cases qu'on voudrait nous mettre, dans lesquelles on voudrait nous mettre. On est passé vite sur ton couple parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la sexualité sacrée, la sexualité tout court. Je ne sais pas comment l'aborder. Oui. Alors, tu sais que Nicolas avait recommandé dans un ancien podcast le bouquin de Barré Long, Faire l'amour de manière divine, que j'ai acheté, que j'ai lu en couple. Oui. Alors, la première partie était totalement pas pour moi. J'ai vraiment rien compris. La deuxième partie était un peu plus concrète. Donc, oui, on a testé, on a essayé. Oui. Et moi, j'ai bien aimé, effectivement, ce que ça apportait de différent dans la façon d'être ensemble. Ah oui, c'est une autre dimension. Alors, je vais te raconter l'histoire de ce livre. Après la naissance de Lubin, donc mon deuxième,
J'ai demandé à Jacqueline, je lui ai dit, écoute, franchement, t'as pas des billes sur la sexualité parce que qu'est-ce que ça m'emmerde. Qu'est-ce que c'est chiant. Le passage obligé, c'était pour toi? Mais oui. Et ça l'avait toujours été ou c'était juste après la naissance, une période différente? Non, ça l'avait toujours été, mais t'as envie de faire comme les autres, on te dit que c'est bien, on te dit qu'il faut jouir. Ok, donc je m'étais conformée. T'avais des orgasmes, mais ça t'apportait pas ce qu'il fallait? Oui, bah ouais, un orgasme. Et alors, tu vois, j'ai envie de dire. Et du coup, là, j'ai vraiment dit à Jacqueline, mais il y a pas autre chose là, parce que franchement, je me rends compte que c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et j'avais entendu un gars à l'époque que j'écoutais qui avait dit un truc super bizarre. Il avait dit la sexualité de la façon dont la pratique les humains, c'est tellement pathétique. Mais il n'avait pas développé. Ça m'avait frustrée. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Visiblement, derrière ça, il y a un truc de dingue, mais de quoi il parle? Et Jacqueline, elle m'a dit, écoute, il y a ce livre. Moi, je l'ai pas lu. Mais alors, j'ai une copine qui l'a lu et ça lui a changé la vie. Donc, lis-le, puis tu me raconteras. Donc, je l'ai acheté. J'ai commencé à lire. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, non, il faut qu'on le lise ensemble avec Nico. On l'a lu tous les deux. Et on s'est dit, on va tester, on va faire exactement, c'est une méthode. Donc voilà, il recommande 3-4 trucs. Donc on s'est dit, on va faire les 4 trucs. Et la première fois qu'on a fait ça, on avait fait garder les enfants, on avait pris notre après-midi et on s'est retrouvés hors du temps. Vraiment, c'est incroyable. Ah oui, ça a été une révélation pour nous deux. Hyper doux. J'ai regardé ma montre et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 heures qui s'étaient passées, alors que je pensais que ça faisait 20 minutes, tu vois. Et là, mon premier réflexe, c'est de me dire, 2 heures de pénétration, mais si on m'avait dit ça un jour, mais jamais j'aurais cru, jamais j'aurais cru ça. Nico, il m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit, c'est la première fois que je ne suis pas frustrée après avoir fait l'amour. Et j'ai dit, ah bon, mais raconte-moi. Il me dit, mais en fait, je n'ai jamais été satisfait parce que soit j'avais joui trop vite, soit je t'avais fait jouer trop vite, soit on n'était pas coordonnés, soit ceci, soit cela. Il me fait, en fait, c'était jamais parfait. C'est la première fois que je trouve que c'est parfait, que je suis pleinement satisfait. J'ai trouvé ça magnifique. Mais vous êtes un couple incroyable. Enfin, vous avez une connexion aux choses, une capacité à rentrer dans le moment tous les deux. C'est aussi pas tout le monde qui arrive à faire ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai épousé Nicolas, parce qu'en fait, il a cette capacité de remise en question, vraiment. Ça, pour moi, c'est sa première des qualités. Il sait se remettre en question. Il n'a pas peur de ma puissance. Après mes accouchements, là, je me souviendrai toujours de son regard de fierté. Enfin, il me voyait comme une déesse. C'est incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement nourrissant. Avec lui, j'ai cet espace de liberté de me déployer. Je lui fais confiance, il me fait confiance. C'est vraiment, on a des valeurs très proches, très très puissantes tous les deux. Ouais. Donc on peut explorer tout ça en toute sécurité. Qu'est-ce que tu imagines pour les années à venir pour toi? C'est quoi tes futurs chemins? J'ai beaucoup de mal avec l'avenir. Je suis très au présent. J'ai très envie de voyager aussi. J'ai envie d'ouvrir mes enfants au monde. On a très envie de faire un programme sur le couple, justement, avec tout ce qu'on a pu apprendre ces dernières années. C'est-à-dire enseigner aux autres? Oui, moi, tu sais, ce genre de programme d'infoprenariat, Nico, il est pas mal infopreneur, mais le faire ensemble. Je pense qu'on va de plus en plus travailler ensemble. On travaille déjà beaucoup ensemble puisque j'accompagne les mêmes dirigeants que Nicolas. Je n'accompagne que des dirigeants, principalement des hommes. Pourquoi il n'y a pas des femmes? Il y a des femmes, en fait. Des femmes dirigeantes. C'est assez délicat parce que comme on est dans une société patriarcale, c'est très dur pour les femmes et celles qui sont un peu dirigeantes de haut vol, elles ont poussé leur masculin à fond dans la domination, dans le contrôle. Et moi, ce que j'offre comme travail, c'est de lâcher le contrôle et de lâcher la domination. Il y a plus d'hommes qui se retrouvent là-dedans, au contraire, dans un retour à leur féminin. Vraiment, moi, je vois l'être comme part féminine, part masculine. Et puis, de toute façon, il y a plus de dirigeants hommes en général. Plus de dirigeants hommes, ok. Enfin, j'avais l'impression que surtout dans le secteur de la tech, il y avait beaucoup de générations beaucoup plus jeunes, de trentenaires. Oui. Et que dans ces trentenaires, il y avait aussi des femmes quand même. Oui. Et que elles se sont pas construites dans ce modèle d'ultra-domination pour faire ce qu'elles font aujourd'hui. Mais c'est pas encore tes clientes. Oui, c'est vrai. C'est pas encore forcément mes clientes. Et c'est surtout que j'accompagne des gens plus âgés parce que, de ce que j'ai observé,
Ça demande énormément de courage d'aller voir ses blessures, vraiment. Et c'est très rare que j'accompagne des gens. Je crois que mes clients les plus jeunes ont autour de 37, 38, tu vois. En fait, chez les atypiques, et je parle des atypiques parce que je travaille pas vraiment avec les neurotypiques, mais vraiment chez les atypiques ne font pas de crise d'adolescence. Hein. Par contre, ils font une crise de la quarantaine bien costaud parce que c'est un gros réalignement, la quarantaine, chez les profils atypiques. Et moi, je m'occupe plutôt d'eux et de cette transition, alors de ceux qui s'y prennent avant, donc qui sont plutôt aux alentours de 30, 37, 38, ou de ceux qui s'y prennent au moment J de la quarantaine, ou de ceux qui me découvrent après, un peu plus tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, on parlait de l'avenir. Donc, l'avenir, ce sera une formation sur le couple. Et une formation sur le couple. Tu disais quelque chose à l'instant qui m'a fait vouloir te poser une question sur le féminin et le masculin. Oui. Toi-même, comment tu te sens dans ton féminin et ton masculin ? Je suis beaucoup plus équilibrée maintenant dans mon féminin, dans mon faire, dans le faire d'acter les choses et même dans ma puissance féminine à travers mon masculin aussi. Et je me sens aussi que ça rééquilibre mon féminin. En fait, c'est assez drôle. D'équilibrer mon masculin m'a permis de rééquilibrer mon féminin. Est-ce que ça va rester ? Est-ce que tu imagines qu'il y aura encore d'autres mouvements entre féminin et masculin ? Ah, mais j'imagine... Enfin, moi, je me vois en perpétuel mouvement. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça va bouger. Je suis assez curieuse, d'ailleurs, de voir comment ça va bouger. C'est pas une inquiétude. Il n'y a aucune inquiétude chez toi ? Non, il y a assez peu d'inquiétude parce que, justement, les inquiétudes qu'il pourrait y avoir, ça vient de mes parts blessées. Et donc, je suis aiguisée à les observer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude de ma part souveraine, aucune. Moi, je suis dans une confiance dans la vie, confiance de ce qui va arriver, de ce qui va advenir. Ça, c'est OK pour moi. Avec ou sans Nicolas, hein, c'est OK pour moi. Par contre, effectivement, si j'écoute mes parts blessées, mes peurs, mon mental, oui, là, je tu te raccroches à Nicolas ? Ah bah oui, je pourrais me raccrocher à lui ou imaginer que ça ne peut se passer bien qu'avec lui. Non, c'est faux, c'est faux. Et ça, vous l'acceptez tous les deux. C'est ce que tu disais sur la fidélité qui est choisie chaque jour. Oui, oui. Et d'ailleurs, au moment de notre mariage, on s'est dit qu'on serait ensemble le temps que ce serait nourrissant. On s'est pas promis de rester ensemble toute notre vie. Vous avez quand même 3 enfants. Donc c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui compte aussi aujourd'hui. Oui, complètement. Oui. Mais le plus petit a 9 ans. Tu vois, il est grand déjà. On pourrait se dire, ah c'est bon, il est grand, il va avoir 10 ans. Non, c'est un choix de continuer à danser ensemble. Ça nous est pas imposé par les enfants, aussi parce que on dissocie notre couple de nos enfants. Ils nous appellent les amoureux. On n'est pas juste leurs parents, on est aussi un couple d'amoureux. En général, les enfants aiment pas voir cette partie-là de leurs parents. Oui, c'est dégoûtant. Ils nous disent, c'est dégoûtant quand vous vous embrassez, c'est dégoûtant. Ah mais quelle horreur! Surtout notre deuxième, quelle horreur! Et je suis entourée de masculins, j'ai 3 garçons. J'étais voir un guérisseur quand j'étais malade comme un chien de mon deuxième. Et il m'a dit un truc très surprenant, il m'a dit, vous avez été tellement blessée dans votre féminin que vous pourriez avoir 10 enfants, ce serait 10 garçons. Et je n'avais pas encore conscience de mes traumas, tu vois. En fait, j'ai eu plein de messages comme ça dans ma vie, où j'ai compris après. Je me suis dit, mais de quoi il parle, blessé dans mon féminin? Et je sais que j'ai fait des fausses couches et maintenant je sais que c'est à des filles. Mon corps, il évacuait les filles. C'est quand même incroyable. Tu sais, parce que c'est l'interprétation que tu as choisi de lui donner. Oui, bah aussi parce que je l'ai compris, ouais. Parce que j'ai compris. Quand tu vas en état modifié de conscience, tu explores beaucoup de ton vécu. En fait, c'est comme si tu revoyais ta vie à chaque fois avec un regard différent. Tu dis, ah ok, tu comprends beaucoup de choses après. Tu recommandes de commencer par la respiration holotropique ou par les psycho... surtout pas. Non. En fait, déjà, les plantes, c'est vraiment quelque chose pour le bout du chemin, quoi, quand tu as passé 40 ans, pas avant. Et ça, je le recommande pas trop avant. La respiration holotropique, tout le monde devrait faire ça. Enfin, c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que c'est toujours un accompagnement très, très respectueux, très... Et puis là, tu te rends compte... Enfin, la respiration holotropique et comme la psilocybine ou autre, ça débranche ton cerveau par défaut. Ça veut dire que comme ton cerveau par défaut est débranché, t'as tout le reste de ton cerveau qui fonctionne. Donc le cerveau reptilien, enfin tous ces trucs-là, voilà. C'est le cortex qui est débranché, c'est voilà, exactement.
Ça, c'est débranché, puis le reste fonctionne. Là, tu voyages, tu revois ta vie, tu fais des connexions, tu peux avoir des expériences de dissolution où tu prends un verre, tu deviens le verre, tu deviens l'eau, tu deviens le tout, tu prends conscience qu'en fait, tu es un grain de sable de cet univers et que tu es à la fois le grain de sable et l'univers entier. Et c'est pas un rêve, c'est quelque chose dont tu te souviens précisément. C'est quelque chose dont, quand tu en reviens. Écoute, c'est quelque chose non seulement dont tu te souviens, mais c'est quelque chose que tu ressens quand tu reviens. Et oui, ça te change la vie. C'est tellement magnifique. Ça vient guérir des parts blessées. Parce qu'après, tes petites peurs, elles se sont dissolues complètement là-dedans. Tu as atteint un niveau de conscience tellement plus élevé qu'elles n'ont plus lieu d'être. Il y a d'autres pratiques comme le MDR ou le MT. Le MDR, c'est génial. C'est pour travailler sur des traumas ciblés, des problématiques ciblées. C'est super bien. La kinésiologie aussi, c'est super. Mais t'es pas en état modifié de conscience. C'est quelqu'un qui t'accompagne. Quand tu fais une respiration holotropique, tu respires, tu pars en état modifié de conscience, tu vas vivre des choses, voilà. T'arrêtes de respirer, tu reviens à toi, c'est fini, tu vois. Tu prends de la psilocybine, tu peux pas dire vite un sucre que ça s'arrête, non. Tu vois, si tu peux le faire, mais ça va quand même mettre un quart d'heure, une demi-heure, tu vois. En respiration holotropique, c'est beaucoup plus facile pour le mental. Quand tu as une structure avec un mental très très contrôlant, il vaut mieux faire de la respiration holotropique. Parce que même si tu prends une plante médecine, tu es capable de la contrôler en disant non. Ah oui, mais moi je me suis rendu compte que j'étais contrôlante en allant faire l'ayahuasca. Parce que ça se faisait sur 3 nuits. Et la première nuit, j'étais très malade, j'ai vomi. Je ne faisais que vomir, mais par contre, je me suis réveillée, je me suis pas réveillée, je n'ai pas dormi. Le matin, je me suis dit, mais au fait, c'est vraiment un psychotrope, l'ayahuasca. J'en revenais pas, je me suis dit, non, j'ai dû me tromper. Et là, j'étais quand même sous ayahuasca, je sais plus si c'est un psychotrope, l'ayahuasca, je crois que je me suis trompée. Et puis, en fait, j'étais avec un groupe, on faisait un tour de parole. Et dès que la première personne a parlé, j'ai bien vu que c'était un psychotrope, tu vois. Et là, je me disais, mais pour moi, ça m'a rien fait. C'est super bizarre. Et la deuxième nuit, c'était reparti pour ne rien me faire, à part un gros nettoyage du corps et des cellules, tu vois. Et puis au milieu de la deuxième nuit, j'ai commencé à avoir un petit truc très très loin. Et j'ai senti en moi que soit j'acceptais d'aller voir ce petit truc qui commençait à bouger comme ça, soit je m'y intéressais, soit je continuais à faire comme s'il y avait rien, tu vois. Et là, je me suis concentrée sur cette petite chose que je voyais de très très loin et tout à coup, j'ai été envahie par les visions et fouf. Et là, j'étais vraiment sous ayahuasca. Et en fait, j'ai compris vraiment que ce que j'avais vécu enfant me mettait dans un état de contrôle permanent et d'hypervigilance qui faisait que je pouvais même pas accepter d'être pénétrée par une substance, même si c'était mon choix de le faire. Alors qu'en respiration holotropique, j'ai jamais eu ces problèmes-là, puisque je savais qu'il suffisait que j'arrête pour que ça s'arrête, tu vois. C'est très différent. Ouais, le contrôle. Ouais, le contrôle. Et c'est là que c'est drôle, parce que je me suis dit, waouh, avec 3 enfants, t'es obligé de lâcher le contrôle, tu vois. Donc, je me suis dit, ah ben non, je contrôle pas, puisque mes enfants, j'essaie de contrôler au minimum, d'être vraiment à leur écoute et tout. Ah mais non, mais de mois à mois, j'étais encore dans un contrôle, mais de malade mental. C'est fou parce que on n'arrive pas du tout à aller sur les sujets qui sont ceux que j'aborde habituellement avec mes invités. Je suis désolée. C'est parce que t'as tellement dépassé tout ça. Moi, les sujets qui me touchent, c'est comment je vis mon corps, est-ce que j'ai des symptômes, comment je les accueille, qu'est-ce que ça me fait, etc. T'as 48 ans, je sais pas du tout si t'as des règles régulières ou pas. Ah, je veux te parler de mes règles. Ah bah, ceci. Eh ben, jeune, j'ai souffert le martyre de mes règles, ce qui est en décodage biologique un symptôme des abus sexuels. Je me suis cassé 3 fois les majeurs, ce qui est aussi en décodage biologique des problèmes de dévoyance de la sexualité. C'est dingue. Enfin, tout ça, tu vois, tu le comprends 40 ans après. J'ai des règles hémorragiques depuis très longtemps. J'ai fait plein de choses. Il y a plein de choses qui m'ont réduit mes règles hémorragiques. Puis elles sont redevenues hémorragiques. Elles sont réduites hémorragiques. La ménopause, j'ai pas l'intention que ça me perturbe beaucoup. Je me dis que j'ai déjà été tellement perturbée par mes règles hémorragiques que j'ai pas envie d'être perturbée par ma ménopause. Pour moi, c'est la fin de mon système de procréation. C'est pas du tout la fin de ma créativité. Simplement, elle va prendre une autre forme que celle des enfants. J'ai lu un livre magnifique qui s'appelle Femme tambour
que je te conseille, qui est vraiment beau aussi. Et là-dedans, ils expliquaient que les prêtresses, eh ben, c'était que des femmes ménopausées, parce qu'en fait, tu gardes ton sang de sagesse. Et à ce moment-là, tu peux devenir prêtresse. Et là, je suis en phase de transition de devenir prêtresse. Enfin, clairement, pour moi, c'est mon axe. Donc les chamans sont des femmes ménopausées? Eh ben, je me suis pas posé la question. Mais toi, tu veux dire, tu pourrais te dire, je suis chaman. Tu le dis pas aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression Non. que t'as un tel niveau que, enfin, tu pourrais le dire. Je me dirais, bah ouais, très bien. Alors, je le dis pas parce que je pourrais dire que je suis praticienne chamanique, mais je n'ai pas ni l'envie ni l'intention de devenir chamane, parce que devenir chamane, c'est se mettre au service des esprits, et c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je pense que moi, j'ai une vision du chamanisme très intérieure, c'est-à-dire que je veux donner la force et la puissance à mon propre esprit, que mon esprit intègre parfaitement mon âme et puisse la guider entièrement, et pas laisser mon âme se faire utiliser par des esprits extérieurs. Je l'exprime peut-être mal, mais c'est comme ça que je vois les choses. D'accord, mais tu vas quand même devenir une prêtresse. Pourquoi pas, tiens. Ouais. Pourquoi pas une prêtresse? Et aujourd'hui, tu as des règles régulières ou irrégulières cette période-là? J'ai des règles parfaitement régulières. Ouais, d'accord. Ouais. Et t'as aucune contraception? Enfin, je réalise que je non, pose la question. Non, je n'ai aucune contraception. Après avoir fait notre 3e enfant, moi, je supportais mal le stérilet. Ça me développait j'avais des règles encore pires. Le fait que les femmes portent la contraception, je trouve ça parfaitement injuste, parce que les hommes sont tout aussi concernés. Donc on en a parlé avec Nico, et puis il a commencé une démarche pour se faire vasectomier. Et puis quand il a eu rendez-vous, j'ai complètement flippé. Je lui ai dit non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, je vais pas me faire couper les trompes. Toi, je veux pas que tu te fasses vasectomier. Je lui ai dit, imagine, Nico, il a 4 ans de moins que moi. Ouais. Je lui dis, imagine que tu rencontres une autre femme, que tu aies une autre vie à faire, que tu aies envie d'avoir d'autres enfants. Ben, je peux pas être responsable de ça, donc ne le fais pas, s'il te plaît. Donc il ne l'a pas fait, en me disant, mais non, j'ai 3 enfants, c'est pas parce que si je rencontre quelqu'un d'autre, j'en aurai pas plus. Et j'ai dit, écoute, je sais pas quelle incidence ça pourra avoir sur notre sexualité, je préfère que tu le fasses pas. Donc il l'a pas fait. Et bon, c'est un peu bizarre, mais moi je me suis dit que je voulais pas avoir d'autres enfants. Notre petit 3e, je le voulais, je désirais avoir un 3e enfant, j'avais rêvé de lui, je savais qu'il viendrait. Donc quand il est arrivé par surprise, on n'était pas en phase parce qu'on n'en avait pas parlé, on n'en voulait que 2, enfin c'est très clair. Mais moi je sais que j'avais rêvé de cet enfant, je sais que j'en avais le désir, j'en voulais accoucher en plus. Et d'ailleurs je remercie le ciel parce que j'ai eu une grossesse parfaite. J'ai eu la grossesse parfaite, j'ai posé du papier peint à 8 mois et demi, enfin c'était incroyable, enfin, génial, j'ai jamais vomi, j'étais absolument pas malade, j'étais en pleine forme. Et d'ailleurs tout le monde me disait, tu vas voir, ça sera une fille forcément. Non. On a eu la surprise d'un 3e garçon. J'ai quasiment accouché toute seule. Ma sage-femme, elle est arrivée peut-être 10 minutes avant. Elle s'est assise dans un coin. Elle a rien dit. Je lui ai dit, Jacqueline, ça va pas, j'ai super mal. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tout va très bien. Elle avait juste posé sa main sur mon dos. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Tout va très bien, j'ai super mal. Et en fait, j'ai pris mon majeur, j'ai regardé et j'ai senti que la tête, elle était là. Ouais. Moi, je me suis dit, oh, il arrive. Enfin, donc oui, j'étais quasiment toute seule. C'était incroyable. J'ai décidé, j'ai compris avec mon 3e qu'en fait, je l'avais désiré, je l'avais appelé. On a fait très attention les 2 années qui ont suivi. Et après, une fois que j'étais parfaitement raccord et que je n'avais plus de manipulation hormonale qui en voulait un 3e, parce qu'il y a quelque chose de là quand même de l'ordre de la manipulation hormonale, je pense, pour le désir d'enfant. Et où là, je me suis dit, mais en fait, j'en veux plus du tout. Et c'est extrêmement clair pour moi. Et si ça m'arrive, j'avorterai. Et on n'a jamais eu de problème. C'était terminé, quoi. On peut aussi dire que à partir de 43 ans, je sais pas, c'est beaucoup plus difficile de tomber enceinte naturellement. Non, généralement, tu as des jumeaux. Tu as des jumeaux à cet âge-là, voilà. Parce que justement, ton corps se dit, dernière chance, j'en fais 2, 3 en même temps. Ouais, un peu tout le cas de figure, c'est vrai, bien sûr. Mm-hmm. Ok, donc pas de contraception, ce qui te permet vraiment d'être connecté à ton cycle. C'est quelque chose que tu aimes, être connecté à ton cycle? Oui, moi j'aime beaucoup le travail de, comment elle s'appelle, celle qui a écrit Lune Rouge. Enfin, elle explique vraiment les 4 phases de la femme, à quel moment tu es créative, à quel moment tu es sorcière, à quel moment tu es je sais plus quoi. Et oui, je suis assez connectée à ça. Je suis très respectueuse. Je ne prends aucun rendez-vous pendant les 3 premiers jours de mon cycle parce que j'ai besoin de me reposer. J'ai pas envie de m'occuper des autres, j'ai envie de m'occuper de moi à ce moment-là. J'ai envie d'accueillir mon cycle
Donc oui, je suis très douce avec moi. Mais Nicolas, il est bien plus au courant que moi. Parce que souvent, je lui dis, il y a ça ce week-end. Ah, mais ma chérie, tu sais, ce sont tes lunes. Je dis, c'est vrai. Il est incroyable. Mais il a un calendrier? Vous partagez Oui, un calendrier partagé? Non, mais lui, il a un truc en ligne. Il a une app? Oui. Mais normalement, c'est ton app et à la rigueur, tu non, accès. je n'ai pas une app à mon cycle. Non, il a noté, comme je suis régulière, et il note, il sait exactement quand je vais avoir mes lunes. Ouais. Donc, et comme moi, je suis beaucoup plus brouillon et que j'ai un agenda papier, j'ai pas un agenda, j'aime bien écrire. Ouais. Du coup, souvent, c'est lui qui me le dit. Donc, t'as pas l'intention de te laisser perturber par la ménopause, mais juste accueillir une plus grande créativité, tu penses? Moins tournée vers les enfants? Moins tournée vers les enfants, ou avec les enfants aussi. Oui, là, j'ai mis un peu en pause mon métier d'artiste. C'est vrai que j'adore ce que je fais en ce moment-là. L'accompagnement de dirigeants, le travail à quatre mains avec Nico. Enfin, c'est génial, c'est hyper chouette, c'est joyeux. On rencontre des gens géniaux. C'est vraiment chouette. Et puis là, dans la maison où on est actuellement, j'ai pas encore d'atelier. Donc tout ça a été mis un peu de côté, mais je sens que ça commence à pétiller à nouveau du côté artistique. J'aimerais bien aussi développer ces œuvres que j'ai faites pour l'EHPAD, de faire je pourrais les décliner et vendre ce travail à tous les EHPAD de France, mais le côté commercial me rebute un peu. Mais je pense qu'il faut que je cherche quelqu'un. Voilà. Alors, si quelqu'un m'écoute... Je cherche quelqu'un que ça amuserait de travailler dans le milieu artistique et commercial. Ok. Est-ce qu'on a parlé de tout ce dont tu voulais parler? Écoute, je crois. Ouais. Et toi, est-ce que tu as d'autres questions? Je sais pas, peut-être que oui, bien sûr. Après, j'en aurai d'autres. Mais déjà, tu m'as éclairé sur la respiration holotropique en m'expliquant un peu plus précisément ce que c'est. Et j'aimerais beaucoup la pratiquer. Oui. Alors, je te recommande vivement Nicolas Dumont à Blois, qui est super. D'accord. Ouais. Et puis, tu as livré des choses incroyables sur la façon dont tu fonctionnes avec ton couple, avec Nicolas, sur les promesses que vous êtes faites, que je trouve très riches, effectivement, d'instabilité, d'acceptation de la remise en cause permanente. Oui. On n'est pas là pour toujours, on est là parce qu'on se fait du bien, on est là parce qu'on se comprend et qu'on s'apporte mutuellement. On n'a pas d'obligation, on se choisit tous les jours. Oui, c'est ça, c'est vraiment le couple en mouvement. En fait, je pense qu'on se fait vraiment avoir par le côté stable et cadré, alors que non, on est des êtres créatifs, tous. Donc, c'est mieux de garder en vue qu'on est comme ça et de fonctionner un petit peu comme quand tu fais du vélo. Tu vois, tu t'amuses pas à rester avec tes deux pieds sur les pédales, mais sans bouger. Là, forcément, tu tombes. Donc, ce serait un peu... Il faut prendre des exemples très prosaïques. Qui vide le lave-vaisselle et remplit le lave-linge? Le lave-vaisselle, qui le vide, c'est les enfants, chaque fois. C'est eux. On est assez cadré à la maison de qui fait quoi, comment. Les lessives, c'est un peu chacun son tour. Celui qui pense à faire une lessive l'a fait. Celui qui est disponible pour l'étendre, l'étend. Mais je peux pas dire que j'étends ou que je fais plus de lessive que Nico. Non. Ou alors je fais la lessive et c'est lui qui pense à l'étendre parce que moi j'ai complètement oublié que j'avais fait la lessive. J'ai un côté très artistique, alors que lui à la base il est chef de projet, il est hyper cadré. On est très très complémentaires dans dans ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre parce qu'on a deux fonctionnements tellement différents que... Vous avez réussi à donner des rôles aux enfants, à ce qu'ils s'impliquent aussi dans la vie familiale? Ah oui, tous les trois, c'est super important qu'ils apprennent à mettre la table, à cuisiner un peu, on fait des gâteaux ensemble, à débarrasser la table, à remplir le lave-vaisselle, à vider le lave-vaisselle, à faire un peu de ménage. Pour moi, en tant que mère qui élève 3 garçons, c'est important qu'ils soient impliqués dans tout ça. Enfin, c'est pas le rôle de la femme de faire le ménage et... Non. Ils ont compris. Ils ont compris. Comment tu fais pour travailler et les faire apprendre leurs leçons? On les fait pas apprendre leurs leçons. On a une vision très unschooling de l'instruction en famille. Ils sont assez libres de leur programme. On doit faire une demi-heure de formel par jour. C'est tout. Entre une demi-heure et 1 heure max pour notre plus grand. Et le reste du temps, ils ont leur projet. En ce moment, ils sont en train de créer un petit film avec leur Lego. Ils sont passionnés de Lego tous les 3. Et ils sont en train d'essayer de monter leur premier film Lego. Tu vois, donc on les accompagne sur leurs projets comme ça. Quand c'est la saison des châtaignes, c'est eux qui récoltent, qui vérifient les châtaignes. Et quand on va à l'atelier, ils font la plupart des choses, ils les font avec nous.
Et je pense que d'ici quelques années, c'est eux qui feront la totalité de ça. Ce sera leur production de châtaigne, tu vois. Donc, une demi-heure pour apprendre le français, les maths, l'histoire géo, la biologie. Oui. Et nos 2 petits ont 1 an d'avance. Et notre aîné, lui, il a plus de difficultés. Il a des troubles 10, il est dysorthographique, il est très, très peu intéressé par les enseignements formels. Il est très, très curieux de tout. C'est un très, très gros lecteur aussi. Il doit lire 1000 pages par semaine. Lui, il rentre moins dans le cadre. Tu vois, c'est plutôt un hors cadre. Et il va aller jusqu'au bac ? Je sais pas. C'est pas une préoccupation pour ta part ? Moi, je sais qu'il s'en sortira. Enfin, tu vois, moi, j'ai une licence d'art plastique. J'accompagne des dirigeants d'entreprise. Je me suis auto-formée dans quasiment tout ce que je fais aujourd'hui. C'est pas ma licence d'art plastique qui a fait que j'ai eu une vie d'artiste. C'est parce que je le suis devenue par moi-même. Tu vois, parce que quand t'es à la fac, t'apprends pas à être artiste, t'apprends à devenir prof. Mais pas pareil. Donc non, moi, je suis finalement assez autodidacte. Mes enfants le seront. Nico l'est aussi. Donc t'es confiante là-dessus ? Oui, et puis on arrive dans... Notre monde est en permutation. Enfin, il y a tellement de... Moi, je pense que si j'avais eu YouTube quand j'étais gamine, mais j'aurais appris tellement de choses. Là, ils sont en train de regarder des vidéos YouTube. Mais il y a les shorts YouTube aussi qui te lavent le cerveau. Oui, mais ils sont pas très... Enfin, on n'a pas d'écran à la maison, on n'a pas la télé. Là, depuis cette année, ils peuvent jouer à des jeux vidéo parce que c'était vraiment super important pour eux. Donc, ils ont 2 heures par semaine de jeux vidéo parce que ça leur permet d'en parler aussi aux autres enfants et compagnie. Et puis de voir un peu ce qui se passe. Et sinon, ils sont fans de la chaîne Nota Bene, qui est une chaîne d'histoire. Sur YouTube, mais ils regardent pas trop de shorts, tu vois, ils sont plutôt vraies vidéos d'apprentissage et compagnie, ils les utilisent beaucoup. Et là, pour faire monter leurs vidéos, ils sont en train d'apprendre sur YouTube comment monter une vidéo YouTube, tu vois, c'est quand même drôle. Ouais. C'est chouette, enfin, vraiment, vous vous êtes donné de la liberté dans toutes les directions possibles. Oui, on a ce côté à choisir nos contraintes, parce que de toute façon, il y en a des contraintes, donc on choisit celles qu'on décide d'avoir. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Avec joie, je te remercie beaucoup pour ton invitation. C'était super. Ouais, c'était super aussi. Merci beaucoup. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, j'ai vraiment envie de tester la respiration holotropique maintenant. Je pense que je vais contacter la personne que Florence a recommandée. Au-delà de ça, cette discussion sur le rap de la puissance des femmes m'a vraiment secouée. J'ai pas cessé d'y penser depuis cet enregistrement. Et je suis contente de le vous faire découvrir aujourd'hui. Et d'autant plus que pour moi, il n'est plus vraiment temps de tester. Dans le reste de la discussion que j'ai eue avec Florence, elle est revenue sur l'accouchement et elle m'a décrit comment ça s'était passé. Je vous laisse écouter ce petit extrait supplémentaire. Pour Merlin, pour mes 2 aînés, j'ai accouché, j'étais assise sur les genoux de Nico. C'est-à-dire qu'il était assis, j'étais assise sur lui, les jambes écartées, le sage-homme ou la sage-femme en bas, et le petit est sorti comme ça. Quel bonheur qu'il ait été là, qu'il ait vu toutes les étapes, c'est incroyable parce que Jacqueline, elle dit que l'accouchement, c'est un acte sexuel. C'est quelque chose de la vie du couple. Cette idée que la frontière est floue entre maternité et sexualité, j'ai trouvé que ça cassait les codes. L'hôpital, c'est un lieu qui évacue toute dimension sexuelle à l'accouchement, et au fond de moi, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de faux là-dedans. Au moment où cet épisode sort, la famille de Florence s'offre un voyage de plusieurs semaines, une liberté que je leur envie. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.